Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre session avec Climax Conseil. Aujourd'hui, on va parler de la production de transplants. En fait, on va parler plus spécifiquement de la planification qui est nécessaire là, pour pouvoir faire et produire des transplants de qualité. Donc, aujourd'hui, Climax Conseil, on accueille Jacques Thériault et Elisabeth Vichitil. Elisabeth va présenter la présentation et Jacques Thériault sera avec nous pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, Elisabeth, je t'invite à débuter ta session. Oui, merci. Donc, allons-y. Comme Claude l'a dit, on va aujourd'hui parler du volet planification au sujet des transplants. Donc, je vais aller tout de suite à ma première diapositive pour vous dire un peu le programme d'aujourd'hui. Donc, on va parler de comment choisir ses cultivars de serre. On va déterminer les critères de qualité des transplants qu'on veut avoir quand on va arriver en serre, quand on va transplanter. On va définir les densités pour chaque culture, pour chaque cultivar. Ensuite de ça, on va déterminer le nombre de plants qu'on a besoin de produire, l'espace nécessaire en pépinière. On va déterminer aussi le calendrier de gestion de l'espace en pépinière. Et ça, c'est la première partie. On a aussi un document, quand vous allez avoir la présentation, vous allez l'avoir en PDF, mais vous allez aussi avoir un chiffrier Excel. Fait qu'aujourd'hui, dans ces points-là, je vais vous le présenter, comment l'utiliser. Puis, vous allez avoir accès à ce document-là après. Ensuite de ça, on va parler de l'aménagement de la pépinière et de la chambre à semis. Et ensuite, on va parler du choix des substrats. On va aussi parler du choix des contenants. On va vous dire un peu quoi prévoir comme équipement si vous faites la greffe. Puis ensuite, il y a quelques autres équipements qu'on a besoin en pépinière. Puis on va parler un peu de fertilisation des transplants. C'est vraiment l'objectif, c'est de savoir quoi faire comme commande, vos achats, les quantités, vos besoins d'espace, etc. C'est vraiment ça l'objectif de la rencontre aujourd'hui. Donc, si on commence tout de suite avec le premier point, c'était choisir ses cultivars de légumes de serre. Dans les qualités qu'on recherche, bien sûr, ça va dépendre de votre marché, ça va dépendre du goût des variétés, des rendements, mais aussi des résistances aux maladies. Fait que c'est ce point-là qu'on va aborder dans le choix des légumes de serre aujourd'hui. Les 3 premiers points vous appartiennent un peu plus. Nous, ce qu'on veut valider avec vous, c'est que vous allez avoir les bonnes informations pour faire des choix éclairés quant aux variétés que vous allez choisir, en fait, de résistance aux maladies. Donc, si on prend pour la tomate de serre, les résistances de tomates qu'on recherche, les principales maladies de sol qui sont la racine liégeuse. Ça, sachez qu'il n'y a aucun greffon qui est résistant à la racine liégeuse. Donc, si c'est un problème chez vous, vous n'avez comme pas le choix de greffer. Après ça, la fusariose vasculaire, la fusariose racinaire, qui, elle, s'attaque à la tomate et au concombre. C'est des résistances qui ne sont pas toujours présentes dans les greffons. Donc, encore là, parfois, l'option du porte-greffe devient intéressante. Puis après ça, on a les verticillium, alboatrum et verticillium d'Aliae, qui sont des maladies principalement vasculaires, mais qui viennent des racines. Puis ensuite, les nématodes. On a aussi, donc, dans notre kit de base, plus maladies spécifiques, sans être de maladies de sol, je veux dire. La mosaïque, le tomato mosaic virus, les races de 0 à 2. Le Passiflora vulva, ici, je vous le mentionne parce que c'est la moisissure olive a plusieurs noms. Donc, Passiflora vulva, c'est la même chose que leaf mold, puis c'est la même chose que Cladosporium fulvum. Donc, dans les granotiers, dans l'information que vous allez avoir, ça se peut qu'on la nomme différemment. Celle-là, c'est la moisissure olive. Si vous n'avez pas de système de déshumidification ou pas de chauffage, je pense qu'on l'a assez dit dans les newsletters, c'est ce genre de serre-là qui a le plus besoin d'avoir la résistance à la moisissure olive. Quand vous avez peu d'outils pour vous battre contre, la résistance, c'est vraiment un bon moyen. Après ça, on a les Fusarium oxysporum, Lycopersicii, puis Fusarium oxysporum, Radici, Lycopersicii, ces deux-là aussi. Donc, ça, c'est le kit de base qu'on vous suggère d'avoir. On vous a mis ici des tableaux avec des variétés
qu'on vous suggère selon les types de cultures. Donc, si je vous présente sans parler nécessairement spécifiquement de chaque variété, le tableau de la manière qui fonctionne, on a rajouté un petit code, là, la préférence des petites entreprises. Ça, c'est dans notre expérience chez Climax avec nos clients de petites entreprises, leur choix numéro 1, 2, 3, 4, des choix qui fonctionnent bien, selon ensuite le type de variété, de la bive, de la cerise, de la cocktail, de la grappe. Après ça, la couleur, vous avez le cultivar, le granotier. Le calibre, c'est un élément qui est important, dépendamment de votre marché. Aussi, ça va avoir un impact sur d'autres décisions qu'on va prendre après au niveau de la densité. Donc, c'est une information qui est importante. Ici, on a mis la résistance à la moisissure olive ou non. Puis ensuite, toutes les autres, l'espèce de package de résistance. Sachez que HR veut dire haute résistante, puis IR veut dire intermédiaire, résistance intermédiaire, c'est en anglais. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un premier tableau qu'on vous présente avec des variétés qu'on vous recommande. Puis j'en ai un deuxième parce que dans la tomate, il y a vraiment beaucoup de choix. Fait que c'est ça. Fait que vous pourrez explorer ça dans vos choix de variétés. Sachez que certains cultivars ont des kits de résistance qui ne sont pas complets. Tantôt, je vous disais, là, le FOL et le FOR ne sont pas toujours présents. Donc, il y a plusieurs maladies de sol qui vont trouver leur résistance seulement chez les porte-greffes. Fait qu'il y a quand même une réflexion à savoir est-ce que vous avez besoin ou non de greffer. Donc, dans le cas des porte-greffes, le kit de base, si vous choisissez de greffer, le kit de base que votre porte-greffe devrait avoir, ça devrait être la racine liégeuse, les 2 verticilliums d'Aliae et Alboatrum, avec les différentes races, ainsi que les nématodes. Bon, dans les porte-greffes qu'on vous recommande, il y en a plusieurs, mais on en a sélectionné 3 ici. Fortamino de Nzazaden, qui est un porte-greffe assez balancé dans sa balance végétation-reproduction. Kaiser aussi, que lui vient de chez Rick Zwan. Il est aussi balancé. Puis un qui est très connu aussi, Maxifort, de Routeur. Celui-là est un peu plus, on dit qu'il est fort, mais il est plus en mode végétation que reproduction. C'est quand même un classique Maxifort dans la greffe. C'est les mêmes porte-greffes aussi qu'on va utiliser pour l'aubergine. Si vous greffez l'aubergine, ça va être les mêmes porte-greffes. Alors, si on va dans le concombre, le kit de base dans le concombre, ce qu'on vous recommande, il y a beaucoup d'autres résistances qui existent, mais ce qu'on vous recommande d'avoir, les principales sont Cladosporium cucumerinum, qui est la gale. Je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont eu ça cet été. Le CCA, le Target Spot. Puis, le Powdery Mildew, qui est le blanc ou l'oïdium. Celui-là aussi est intéressant, particulièrement si vous prévoyez cultiver à la fin de l'été ou à l'automne, la période où est-ce que le blanc est le plus agressif. Donc, ça devient intéressant d'avoir une variété qui est résistante. Dans le choix des cultivars de concombre, là, il y a beaucoup d'éléments à regarder. Le premier élément, c'est la saison. Donc, ici, on fait une parenthèse. Si vous prévoyez cultiver entre octobre et janvier, là, il faut vraiment faire attention dans le tableau suivant que je vais vous montrer. Il faut faire attention à choisir des variétés qui sont spécifiques à la culture en hiver parce qu'il y a un lien entre la génétique de la résistance du blanc et les faibles luminosités. Fait que ça peut créer certains problèmes, donc il faut quand même valider cet élément-là si c'est votre cas. Après ça, si vous décidez de comment vous allez tutorer votre culture, allez-vous faire une culture en ABC ou en parapluie? Je ne sais pas si est-ce que vous me voyez pendant que je parle? Oui, tout à fait. Oui, OK, parce que Claude, tu nous as demandé juste de respécifier qu'est-ce qui était le parapluie du ABC. Si je commence par le ABC, le plant est planté au sol, il s'en va jusqu'à la broche. La broche qui est à la même hauteur qu'une broche de tomate habituelle. Puis à chaque semaine, on va l'abaisser comme on abaisse une tomate. On va l'enrouler, puis quand il va dépasser de la broche en haut,
on va la baisser. Ça demande du travail à chaque semaine. Souvent, c'est même aux 5 jours dans le cas des concombres. Ça, c'est la taille à baisser. La taille parapluie, on va planter des plants à une distance un peu plus, à une plus grande distance. Le plant va monter jusqu'à une broche qui va être moins haute que la broche dans l'ABC. La broche va être à la hauteur. Habituellement, c'est comme 6 pieds. Des fois, c'est un peu plus, dépendamment de la grandeur, mais l'objectif, c'est de travailler debout sans avoir à monter dans un escabeau. Fait que dans mon cas, à moi, personnellement, je n'irai pas plus que 6 pieds si c'est moi qui travaille. Mais si vous mesurez 6 pieds, vous pouvez la mettre à 7 pieds. Le plant va monter à cette hauteur-là. Il va courir sur le fil jusqu'à à peu près 6 pouces du prochain plant, puis on va le laisser descendre. Puis, on va gérer, dans le cas de la taille parapluie, on gère plus une charge de fruits. Donc, à mesure que la charge va s'écouler, on va laisser descendre un drageon entre le premier et sa chute, mettons. On va en laisser descendre un autre. C'est une manière de travailler qui fait qu'on n'a pas d'escabeau. On ne fait pas nécessairement un entretien de plan à chaque semaine. Il y a un certain entretien à faire dans la gestion de la charge en fruits puis de la charge, pas de la charge, mais de la masse foliaire. Mais c'est quand même un entretien qui est moins rigoureux puis moins régulier que dans l'ABC. Ça, c'est pour faire la différence entre les deux. Dans vos choix de cultivars, si je reviens à la présentation ici. Excusez, Elisabeth. Oui. Est-ce que les rendements sont similaires au niveau de parapluie et ABC? Ben oui, c'est similaire parce que de la manière qu'on gère la charge et la densité, on arrive à créer un rendement qui est similaire, oui. OK, merci. Peut-être juste préciser que l'autre, c'est qu'à parapluie, par exemple, il faut que tu fasses des arrêts de production parce que la durée de production est courte, alors qu'en ABC, tu peux avoir des cultures beaucoup plus longues. OK. Si je continue ensuite, l'ABC, justement, pas l'ABC, mais le parapluie, on gère la charge. Dans les critères, dans le tableau qu'on vous a mis, ce qui fonctionne en ABC ne fonctionne pas nécessairement en parapluie, dans le sens que c'est des variétés qu'on n'est pas certain que les drageons vont sortir quand on va en avoir besoin. On a besoin de faire sortir des drageons. Fait que sachez que dans le tableau, quand c'est écrit parapluie, vous pouvez le faire aussi en ABC. Mais si c'est mentionné ABC, il y a un risque que la gestion des gourmands dans la taille parapluie ne fonctionne pas bien. Ensuite de ça, ben, il y a deux types de plantes dans le cocombe. Il y a le gynoïque parthénocarpique, puis il y a le monoïque. Donc, le gynoïque parthénocarpique, premièrement, gynoïque, ça veut dire que le plant ne fait que des fleurs femelles, donc que des concombres. Et parthénocarpique veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être pollinisé pour que le fruit se développe. Donc, pas besoin de bourdon pollinisateur. Les cultivars européens et les Libanais, principalement, c'est des gynoïques parthénocarpiques. Puis, il y a aussi beaucoup de variétés de type américain qui le sont. Le monoïque, celui-là, ça veut dire que sur le plant, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles sur le même plant. Souvent, les fleurs mâles vont être dominantes sur la tige principale au début de la croissance. Puis, les fleurs femelles vont apparaître un peu plus tard ou même vont être principalement sur les gourmands. S'il y a certains cultivars américains qui sont comme ça, il y a des cultivars de champs aussi qui sont comme ça. Sachez qu'il y a différentes conditions climatiques qui vont faire qu'on va être enligné plus vers des fleurs mâles ou vers des fleurs femelles. Fait que ça peut quand même avoir un impact. Cette année, moi, j'ai vu des serres où est-ce qu'on avait pendant plusieurs semaines seulement des fleurs mâles. Ça ne produit pas beaucoup de concombres. Fait qu'il faut juste savoir qu'est-ce qu'on choisit, puis bien pouvoir le gérer au niveau de l'environnement ensuite. Donc, ici, on a le tableau, un peu comme on a vu tantôt dans la tomate. Encore là, on a mis nos préférences de nos producteurs pour les petites entreprises. Ici, on a même mis préférences grandes entreprises. Les types anglais, libanais, cocktail, cornichon, etc. Granotier, les grosseurs aussi, surtout quand on est dans la grande entreprise, la grosseur est comme, il y a plus un élément à tenir en compte. Puis ensuite, c'est ça, vous avez
les principales résistances dont on parlait tantôt, elles sont ici, puis il y en a d'autres en plus qui sont intéressantes à avoir, mais nous, ce qu'on vous suggère, c'est d'avoir minimalement ces 3-là. Puis ensuite, ben, ils sont classés là, comme par saison. Donc, comme je disais, si vous plantez en hiver, c'est bien important de prendre la colonne qui est en hiver. Après ça, ou en automne. En été, c'est un peu moins grave. Il y a moins d'impact là, à ce niveau-là. Puis la taille parapluie, taille abaissée, ben là, on vous donne une information à ce niveau-là. Bon, dans le cas des poivrons, on n'a pas nécessairement de kit de résistance, mais on a des variétés qu'on peut vous suggérer. Dans le poivron carré, selon les couleurs, il y a des variétés. Ça, c'est des variétés qui fonctionnent bien. Dans le conique, ben, c'est principalement le conique rouge Carmen, c'est un classique, là. Donc, ça fait le tour pour le choix des cultivars. Là, on va être au point 2, on va déterminer les critères de qualité des transplants. Donc, ici, c'est de se donner comme objectif entre le semis et le transplant, où est-ce qu'on s'en va. Si on dit que ça va prendre 50 jours, bien 50 jours, c'est pour se rendre à quel stade, puis dans quel état. Donc, évidemment, pour toutes les cultures, on vise une production de transplants qui sont forts puis qui sont vigoureux. Puis on veut un bon équilibre feuillage-racine pour avoir un enracinement qui est rapide. L'enracinement, là, ça peut aller de 5 jours à 3 semaines, 1 mois. Mais plus c'est long, ça, c'est un délai qui fait que la récolte va arriver aussi beaucoup plus tard. Donc, c'est super important d'arriver avec un transplant qui est au bon stade et qui est de bonne qualité. Ici, on fait une petite parenthèse. Le air pruning qu'on appelle, c'est ce qu'on voit ici sur le bloc de laine de roche. On vise en fait d'avoir des racines qui se sont ramifiées le plus possible. Je ne sais pas si en voyant la photo, si ça vous vient, mais quand on va transplanter le plant qui est à droite versus le plant qui est à gauche, celui-là, il va mordre dans le terreau, puis il va s'implanter vraiment rapidement. Fait que cette technique-là, on va en parler plus spécifiquement au mois de janvier. Mais c'est pour vous donner une idée là, du stade qu'on recherche. On voit ici les racines d'un plant en terreau tourbeux. Ici, ben, c'est pour vous montrer aussi, on cherche un plant qui va avoir environ de 8 à 10 vraies feuilles, ou on peut aussi le voir comme la première fleur qui est ouverte, mais à 50% des plants dans la serre. Ça, c'est le stade pour la plantation qu'on recherche. Ça nous amène souvent, quand on arrive à ce stade-là, à un plant qui est bien balancé, que son équilibre entre feuillage, racines est bon. Puis aussi, quand on parle de première fleur ouverte, on a aussi un équilibre reproduction, végétation qui commence à s'installer. Pourrais-tu nous dire, est-ce que ça, là, c'est vraiment pour une serre qui serait au moins minimalement chauffée? On ne parle pas de tunnel froid, serre froide, là. On cherche, ou est-ce que tu as des explications additionnelles à donner là-dessus? Je sais que quand on est en serre froide, ça arrive qu'on va reculer un petit peu notre stade de plantation parce que le pot va avoir froid. Les racines peuvent rester froides trop longtemps, puis à un moment donné, ça peut devenir intéressant de mettre les racines au chaud dans le sol. Fait que ça peut être une raison pourquoi on reculerait un petit peu la plantation. Peut-être, Claude, pour ajouter, on a fait des essais, nous autres, en serre froide, mais avec une pépinière chauffée. Puis le fait d'amener un plant de même dans la serre froide, on a allongé d'1 mois la production de la tomate. Tu veux dire allonger la récolte d'1 mois? Allonger la récolte d'1 mois. Parce que sauver du temps en pépinière, c'est facile. Dès que tu le mets dans la serre froide, ben là, tu vis avec ce qui se passe. Fait que s'il fait froid, ben ça retarde. Fait que nous, les gens, ils ont récolté le 15 juillet, l'année qu'on le fait, là, dans la tomate, alors que normalement, on va plus à la mi-août, là. Fait que pour les gens, ça a été quasiment ça a quasiment doublé la production juste parce que le transplant était plus gros et mieux développé. Okay. Merci. Question par rapport au nombre de jours. Comme avez-vous un à peu près, moi dans ma tête, ça a été comme 65 jours environ les tomates, ou 40 quelques jours, je veux dire. Est-ce que vous avez un nombre approximatif? C'est sûr que ça va dépendre des conditions de croissance, là, mais... On va les voir un petit peu plus loin, pas mal en détail. OK, parfait.
Puis dans le chiffrier, ils sont pas mal détaillés. Puis tantôt, je vais vous donner un peu des critères pour comment s'ajuster par rapport à ces chiffres-là. On va y venir dans quelques minutes. Donc, ici, c'est un peu la même chose au niveau des concombres. On va avoir un stade de plantation qui est de 4 à 5 vraies feuilles. Ça donne à peu près un plan qu'on voit là ici. Et peut-être un petit peu, la photo est peut-être un peu avancée, mais bon, un 4 à 5 vraies feuilles. On voit que c'est ça. Dans le poivron, on veut bien voir le Y. Le premier Y qui est visible. Ça donne un plan qui est à peu près 12 pouces, 12-14 pouces de haut, là. Puis dans l'aubergine, ça donne une aubergine de 12 pouces environ. C'est à peu près comme le poivron, mais le Y est un peu plus bas que ça. Donc, on vise plus le plan, la hauteur du plan. Fait que ça va pour les critères qu'on veut avoir à la plantation. Là, maintenant, on va déterminer les densités selon notre type de serre. L'année dernière, à l'hiver dernier, on a défini en long et en large qu'est-ce qu'était un type de serre 1, 2, 3. Vous pourrez retourner dans cette formation-là pour voir un peu les détails. On a fait juste un résumé ici. La serre 1, c'est la serre à forte luminosité avec injection de CO2. La serre 2, c'est une forte luminosité sans injection de CO2 ou de luminosité moyenne avec du CO2. La type 3, c'est une serre de luminosité moyenne sans CO2. Puis la type 4, c'est une serre vraiment de faible luminosité sans CO2. Tu sais, quand on parle de luminosité, on parle aussi de beaucoup qu'est-ce qu'il y a dans le plafond, qu'est-ce qui obstrue la lumière. On parle de qualité de plastique aussi. En général, moi, dans les producteurs que j'ai vus, vous êtes soit un type 2 ou un type 3, tout dépendant de l'âge du plastique, tout dépendant justement de combien d'éléments il y a dans le plafond. Fait qu'en général, vous vous situez ici, là. Donc, dans la tomate de serre, bien, ici, on vous donne un tableau avec, selon le type de serre, puis dans la tomate beef, c'est important de prendre en considération le calibre. Le calibre va faire que, ben, si j'ai une grappe de 4 fruits à 200 grammes, je vais avoir 800 grammes sur une grappe. Tandis que là, si j'ai des plus que 270 grammes, si j'ai, par exemple, j'ai vu cet été des tomates à presque 1 livre, bien là, on est rendu à 1,5 kg sur la même grappe. Donc, c'est normal qu'on va donner plus d'espace à un plant qui fait des plus grosses tomates pour qu'il y ait plus de lumière qui soit à ce plan-là et non, on reçoit la lumière et on la divise entre les plants quand on choisit la densité. Mais pour la même quantité de fruits, à un moment donné, il faut qu'ils puissent recevoir cette lumière-là. Fait que ça, c'est le premier élément à prendre en considération. Puis bien sûr, vous allez me dire plus tard, ben, quand on fait de la tomate d'1 livre, ben, on va tailler 2 fruits au lieu de 4 fruits, bien sûr. Mais bref, le premier élément, c'est la densité. Puis la densité, ça se décide maintenant, ça ne se décide pas rendu au mois de juillet. Dans la tomate cerise aussi, ben là, la tomate cerise sont pas mal toutes à la même. Il y a moins de différence, donc on a fait juste une colonne. Dans les tableaux que je vous avais montrés tantôt, on les voyait, les calibres. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais on voyait le calibre. Donc, on peut relier ces deux informations-là. Dans le concombre, ben là, on a déjà deux manières de catégoriser. On a le concombre anglais. Anglais-américain, on les met ensemble. Libanais à côté. Puis après ça, dépendamment de un ou l'autre, ben, il y a la taille qu'on va choisir. La taille abaissée, les plants sont un peu plus tassés. La taille parapluie, mais vu qu'on va le faire courir sur la broche puis qu'on va descendre des drageons, ben, c'est normal que la densité va être plus faible. Au départ, on va en planter moins, mais il va prendre la place. Dans le choix des poivrons, ben, selon que vous faites un poivron bloqué, là, un poivron carré ou un poivron conique, on a des petites différences au niveau des densités. Dans l'aubergine, on a une manière un peu particulière de calculer la densité. On a déterminé, selon les types de serre, quel est la quantité de fruits, mettons, le poids des fruits qu'on peut avoir sur un étage par mètre carré. Les aubergines vont nous faire un fruit, un autre fruit plus haut, un autre fruit, on appelle ça des strates. Donc, par strate, dépendamment du type de serre, on a un maximum de rendement qu'on est capable de faire. Fait que ça, c'est
des ranges qu'on a évalués selon des chartes de lumière puis les tableaux lumineux qu'on a utilisés. Bref, selon la grosseur d'aubergine que vous voulez sortir, encore là, c'est le même principe que la tomate tantôt de 200 grammes ou d'une livre. Bien, plus l'aubergine, on veut la récolter grosse, bien, moins on va mettre de plants pour lui donner de la place. Donc, on prend le maximum qu'on est capable de faire par strate, puis on va diviser par le calibre qu'on veut sortir. Est-ce qu'on veut... Ici, j'ai fait un exemple. Si j'ai une serre de type 2, j'ai 2147. Ça, c'est le tableau de lumière qui donne des chiffres précis comme ça. 2147 grammes par étage. Si je sors de la 400 grammes, ça me donne combien de têtes pour que j'arrive à mon 2147 grammes? Bien, je le divise par le calibre. Ça va me donner 5,3 têtes par mètre carré. Quand on fait un calcul pour des Asiatiques, les Asiatiques sont plus petites, puis parfois aussi, on va garder plus d'aubergines sur un même... ça fait un peu une grappe d'aubergines, si on veut. Là. Des fois, il va y avoir 2 fruits, 3 fruits. Bien, là, on va se dire, bien, à la place de ma grosse aubergine, est-ce que je vais en garder 2, je vais en garder 3? Ça va donner combien de grammes? C'est un peu une grappe à la place d'une aubergine. On va le calculer comme ça. Fait que si je fais, mettons, 2 Asiatiques à 125 grammes, bien, je suis à 250 grammes au lieu d'être à 400 grammes. Donc, je vais pouvoir mettre une densité probablement qui est plus forte dans l'Asiatique et il y a la mini aussi qui existe. Je ne sais pas si ce calcul-là est clair. Là. Pas de commentaire, ça doit l'être. Donc, ça va pour les densités. Ensuite de ça, on va déterminer, bon, pour pouvoir déterminer le nombre de plants qu'on veut produire, c'est là qu'on va rentrer un peu dans les chartes de tableau Excel. On a besoin de certaines informations. Donc, la longueur des planches, la largeur des planches. La largeur des planches, rappelez-vous qu'on la calcule de centre à centre d'une allée, donc d'une planche. Donc, on inclut l'allée entre les deux. Ça me prend le nombre de planches que je veux par culture et par cultivar. Parce qu'on est en train de déterminer le nombre de plants. Donc, si vous faites une demi-planche ou si vous faites un tiers de planche de tel cultivar, de tel... On a besoin d'avoir ces détails-là. Les densités qu'on vient de déterminer dans les slides précédentes. On a besoin de déterminer est-ce que je greffe, est-ce que je fais de la tête simple ou je fais de la tête double. C'est toutes des informations qu'il faut décider puis qu'on va mettre dans le tableau puis qui vont nous calculer nos besoins de nos besoins de plans. Donc, le fichier de calcul va vous être fourni. Puis sachez que, ben, en tout cas, moi, quand je fais des tableaux Excel pour mes clients, il y a toujours une couleur de cases qui sont les cases à modifier. Et les autres cases, il ne faut pas les modifier, il y a des formules dedans. Donc, dans ce cas-ci, ici, c'est un tableau, c'est les cases mauves qu'il faut modifier. Puis si vous avez de la misère avec Excel, ben, on va vous aider. Ça va nous faire très plaisir. Donc, la première information, là j'ai pris vraiment là, des morceaux, c'est comme des puzzles du tableau. C'est un tableau Excel qui a vraiment beaucoup de colonnes, mais là, j'essaie de, élément par élément, je vais vous montrer les morceaux de tableau tranquillement. Donc, le premier élément, ben, ça va être la longueur, la largeur de la planche qu'il faut aller inscrire en haut du tableau. Si vos mesures sont en pieds, ben, je vous ai mis la référence pour faire la conversion. Donc, selon la culture, on va choisir la ligne qui correspond à votre situation. Dans le tableau, là, je vais beaucoup vous montrer les lignes tomates et les lignes concombres, mais sachez qu'il y a il y a des lignes poivrons, il y a des lignes aubergines, il y a des lignes haricots dans le tableau. Je ne les montre pas toutes ici, mais vous allez les avoir. Donc là, il faut décider, on va décider de notre cultivar, on va décider est-ce qu'on le fait greffer ou non greffé, on le fait double tête ou on le fait tête simple. Puis dépendamment de si je fais de la cerise greffée en double tête ou si je fais de la cerise non greffée en double tête, je vais choisir la ligne qui est ici ou la ligne qui est là. Si je fais de la cerise en tête simple qui n'est pas greffée, je vais la mettre là. En général, quand on greffe, on fait de la tête double, ça fait moins de greffe à faire, ça fait moins de travail. Donc, au départ, on choisit ces éléments-là. En choisissant la bonne ligne aussi, je veux juste dire, ça va vous permettre de calculer l'espace. On va calculer l'espace pour le double semis, mais une fois repiqué, on va se ramasser avec juste une ligne. Donc, c'est pour ça qu'il est fait ligne par ligne. C'est quand même, je pense que vous allez aimer ce tableau. Bon, Elisabeth, oui. Est-ce que tu pourrais revenir au tableau précédent?
Type de rang. Seconde. Là, tes concombres, tout à l'heure, est-ce que tu étais dans tomate? Oui, j'étais dans tomate. OK. C'était le nombre de rangs, nombre de broches. Donc, vraiment, c'est un système, moi, j'appelle ça rang simple, mais avec en V, là. Un plan à droite, un Oui. plan à gauche, un plan à droite, un plan à gauche. OK. Oui, puis on a pris en compte que toutes les cultures sont comme ça. OK. Dans ce tableau-là. Là. Dans nos recommandations, là, on ne recommande pas de faire 2 rangs sur une planche. On fait toujours une ligne au centre, puis après ça, on va aligner les broches. Tu sais, pour la gestion de la fertilisation, de l'irrigation, des plastiques de sol, ça se fait beaucoup mieux quand on fait une seule ligne de plantation, puis on gère les 2 rangées ensuite avec les cordes. Ça vaudrait peut-être la peine de le mentionner parce que je comprends ça, là, parce que moi aussi, dans mes recommandations, c'est des rangs simples en forme de V. Ça, c'est classique maintenant. Mais pour quelqu'un qui ne saisit pas, malgré que si c'est des plans, je ne sais pas comment on appelle ça, intercalés, là, la distance entre les centres de rang reste les mêmes. Peut-être que ça n'a pas un impact si important. D'abord qu'il y a 2 broches. Parce que dans vos calculs, si vous dites distance entre le centre du premier rang et du deuxième est de 1,6 mètres, tout est correct. Malgré que l'allée risque d'être problématique si on utilise seulement 1,6 mètres. En tout cas, je pense que j'ai raison en disant Je ça. ne suis pas sûre que je te suis, Claude. Dans vos calculs de tableau, une des mesures importantes, c'est la distance entre le centre du premier rang et du deuxième rang. Donc, Oui. ça, c'est la largeur. L'espacement, oui. Donc, qu'on utilise des rangs simples, c'est-à-dire seulement un rang en V versus des plans qui sont intercalés, là. Oui, qui sont sur 2 lignes, là. Je pense que le tableau fait les calculs de la bonne façon, de toute façon. Oui, puis dans ce tableau-là, là, on va parler de densité, mais après ça, on va parler de peau. On ne se rend pas encore à l'élément distance entre les broches puis disposition dans la serre, là. OK. Le plus loin qu'on se rend, c'est l'espace entre nos peaux. OK. Pour aujourd'hui, en tout cas. Probablement qu'en janvier, on va parler de ça, là, de l'élément puis de la distance à mettre entre les broches avec l'allée puis tout ça. Là. Mais tu as raison qu'ici, on dit qu'on fait un rang double. J'en ai même pas parlé parce que ça me semble, évident. Puis c'est surtout qu'on vise comme une ligne de plan là, dans le centre. Bon, ici, si je reviens. Ici, on voit pour les concombres. Excusez-moi, je vais fermer le... Mon son est fermé, mais ça sonne pareil. Pour les concombres, c'est ça. On va choisir le cultivar. Il faut juste choisir la ligne selon qu'on choisit une taille en parapluie ou une taille à baisser. Encore là, ça va être un rang, puis après ça, on va diviser, on va envoyer un plan d'un côté, un plan de l'autre côté. Sachez que dans le concombre, c'est aussi possible de faire du plan double, mais dans le tableau, il est calculé en plan simple. Bon, l'étape d'après, ça va être de déterminer le nombre de planches et la densité qu'on va choisir. Donc, dans la serre, admettons que vous avez 4 rangs. Est-ce que vous allez faire un rang de tomates cerises, un rang de tomates beef, un concombre anglais, un de concombre libanais, ou vous allez faire une demi-planche de cerises, une planche et demie de beef. Bref, vous comprenez l'idée. On va aller le mettre en nombre de planches. Puis lui, il va calculer après ça les mètres carrés parce qu'il va faire référence aux distances puis aux dimensions que vous avez mis au début. Ensuite de ça, les densités qui sont ici, bien, il faut aller valider avec les tableaux de densité selon votre calibre, selon votre type de serre. Vous allez pouvoir aller ajuster vos densités. Puis ici, il y a une petite erreur, mais la densité des porte-greffes devrait être en mauve aussi. Ça devrait être la... ben non, en fait, c'est la même que celle d'en haut. Il n'y a pas d'erreur. C'est la même. Je pense qu'il y a une formule qui dit « prends la même densité ». Après ça, ben, selon que vous faites de la tête double ou de la tête simple, si vous avez choisi la ligne de la tête simple, ben, il va tenir compte qu'il y a juste une tête versus 2 têtes. C'est déjà prévu.
Puis si vous faites de la tête double, il va diviser, puis il va vous donner un nombre de pots à produire. Puis là, on va parler en pots pour ne pas vous mélanger avec la densité qui est en tête. Le nombre de têtes, dépendamment de si vous faites de la tête simple ou de la tête double, ça ne sera pas pareil. Donc là, on va vraiment parler en pots jusqu'à temps qu'on arrive en plantation. Ça va aussi vous donner la superficie qu'il va y avoir par culture. Puis le nombre de pots qui vont être plantés. Ça, c'est le pot désiré final, c'est combien de pots j'ai à planter dans la serre pour la superficie que je veux cultiver dans telle culture. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on a un nombre de pots qu'on veut avoir final, mais pour se rendre au pot, on va semer, on va peut-être greffer, on va peut-être faire de la double tête, on va repiquer, on va transporter des plants dans la serre, on va peut-être en casser. Il y a un excédent qu'il faut calculer. Fait que selon les techniques que vous allez appliquer, est-ce que vous greffez, est-ce que vous faites de la tête double, on va vous suggérer des pourcentages de semis de plus, de l'excédent pour le semis, pour que vous arriviez à votre objectif. Dans le cas qui nous intéresse, là, on vise 79 pots. Bien, pour arriver à 79, en principe, je vais en semer une fois et demie si je greffe, parce que là, j'ai semi, greffe, repiquage. Si je ne greffe pas, bien, je vais partir à 25 % de plus parce que je vais avoir juste le semis puis le repiquage qui vont avoir des risques de perdre des plants. Dans le concombre, c'est des pots. On a des pots finales. Dans le concombre, on suggère, toutes les cucurbites n'aiment pas être repiquées. Donc, on les sème directement dans les pots de 4 pouces. C'est aussi une culture qui va vraiment rapidement. Il ne reste pas longtemps dans le pot. Fait qu'on a pris en compte seulement le semis puis la transplantation. On a mis un 25 %. Si vous êtes très bon, vous pourriez peut-être en mettre un petit peu moins à ce niveau-là. Mais bref, on ne tient pas compte. C'était juste pour vous exposer qu'on ne tient pas compte des excédents pour les autres étapes quand il n'y en a pas. Donc, pour déterminer l'espace nécessaire en pépinière, on part de 2 principes. Les plants ne doivent jamais se toucher, puis les plants vont doubler leur surface foliaire aux 4 jours. Ça veut dire qu'il faut prévoir qu'ils vont avoir besoin d'espace à un moment donné. Les plants qui ne se touchent jamais, c'est vraiment pour qu'ils aient toujours la bonne lumière, la bonne exposition pour faire des plants qui ne seront pas étiolés, qui vont être bien trapus. Puis prendre en ligne de compte, c'est sûr que si ça double aux 4 jours, on ne va pas espacer aux 4 jours. Fait qu'on a pris en compte qu'on va espacer, une fois qu'on va être rendu en pot, on va faire un espacement, puis après ça, on va s'en aller à l'espacement final qui est dans la serre. Ça, c'est pour une question d'optimiser le temps de travail aussi. Parce que quand on en a grand, ça peut devenir vraiment lourd comme espacement. Donc ici, pour déterminer, là, on est rendu à déterminer l'espace que vous avez besoin dans la chambre de semis pour la phase où est-ce que vous êtes en plateau de semis. Donc, on vous demande ici de rentrer le nombre de cavités des multicellules. Puis, vous allez avoir l'espace, ici, ça vous donne le nombre de plateaux que vous avez besoin en fonction du semis. Puis, ça vous donne aussi l'espace en pieds carrés que vous avez besoin à la phase semis. Dans les semis en bio, là, en terreau, on vous suggère de semer une cavité sur 2, surtout quand vous faites particulièrement là, pour les porte-greffes. C'est une question que la manière que les multicellules sont faites, souvent, pour avoir un équilibre entre la partie aérienne puis la partie racinaire, parce qu'il faut que les racines soient prêtes pour que la motte sorte. On suggère de semer une cavité sur 2 pour avoir assez de foliaire, assez d'espace, le temps que les racines aient fait le tour de la motte puis tiennent la motte. Donc, si vous faites cette technique-là, il faut penser à mettre, mettons ici, 128 divisé par 2. On vous a fait un exemple, on a mis 64. Ou, admettons, si vos porte-greffes sont dans des 72,
on l'a divisé par 2. Fait que si vous utilisez cette technique-là, mettez vraiment le nombre de graines que vous allez mettre dans le plateau et non le plateau de multicellules. Vraiment un détail, là. On peut utiliser des cellules un peu plus grandes pour les porte-greffes parce que le plan va rester plus longtemps, mais le greffon comme tel, ça peut être un 128 ou un 98. Puis, on va en reparler tantôt quand on va parler du choix des contenants. Mais bref, ici, c'est juste qu'il faut mettre ce que vous allez faire réellement. Ça va vous donner votre nombre de plateaux puis votre espace semi. Question par rapport à ça. Si on utilise des plus grandes cellules, est-ce qu'on a besoin quand même de faire ça? Au lieu d'utiliser un 128, si on passe avec un soin 12, est-ce qu'il faut quand même skipper, laisser des cellules vides aussi, ou ça... Ben, I guess ça va prendre du temps à remplir la cellule avec les racines quand même. OK. Oui. Puis, tu as fait la mention bio versus... Qu'est-ce que la différence bio versus conventionnel? On va le voir. Je peux-tu juste, Elisabeth, pour Oui, Vanessa? Ce qu'il faut comprendre, c'est que des gens qui font du transplant de champs, par exemple, OK, ils vont travailler beaucoup en restriction d'eau pour que les racines se développent. OK? Donc, la partie aérienne ne développera pas beaucoup. À un moment donné, elle ne développera quasiment pas pour que les racines se développent. Quand on est en mode serre, ce qu'on vise plutôt, c'est de développer le feuillage qui, lui, va amener la croissance racinaire. Fait que, comme on veut développer le feuillage, il faut lui donner de la place. Si on ne donne pas de place, on va se retrouver que quand ils se touchent, les plants, là, ils vont être en train d'étioler et les racines ne seront pas faites. Fait que, tu sais, puis si on travaille en restriction racinaire, là, on va retarder notre croissance aérienne. Puis finalement, on va retarder notre temps dans la serre. Fait qu'il faut toujours comprendre que la serre, on est toujours en dynamique de réduire les coûts de chauffage. C'est un enjeu majeur dans le secteur des serres. Ça fait qu'on est mieux d'avoir un peu plus d'espace pépinière, mais de donner de l'espace au feuillage pour que les racines se fassent que de travailler en restriction racinaire. Puis tu vas le voir dans les délais tantôt qu'Elisabeth va montrer. Il faut te rendre compte que ça peut aller assez vite en serre si on respecte ces critères-là. OK, merci. Elisabeth, vite. Ici, on parle de peau. On ne parle pas de laine de roche, là, hein, c'est ça? Je comprends? Comme les choses de laine de roche sont toutes divisées à un certain espace. Est-ce que vous feriez la même chose? Vous allez juste semer à toutes les deux cavités, là, les deux cubes? Non, justement, puis c'était ça la réponse à la question bio versus pas bio. Là. Okay. Je vais vous le montrer tantôt. On a une image qui va vous le montrer. Fait que oui, les plateaux dont vous parlez en laine de roche, eux, ils sont bien espacés. Oui, puis il y a aussi l'aspect que la motte de laine de roche, elle se tient d'elle-même, même si les racines ne sont pas prêtes. Tandis qu'en terreau, il faut vraiment que les racines fassent la job pour tenir la motte. Là. Je comprends. Merci. Mais on va avoir des photos tantôt, vous allez bien le voir. Fait qu'ici, là, on est rendu plus à l'espace en pépinière. Tantôt, on était en chambre à semis parce que souvent, on a chambre à semis avec les plateaux, les néons, on va vous montrer des photos. Puis après, en pépinière, on est souvent rendu en serre, en pot, ça prend plus d'espace. Donc là, il faut déterminer quel type de pot vous utilisez. Nous, on vous recommande pour toutes les cultures qui durent un peu plus longtemps dans les pots, les tomates, les poivrons, les aubergines, d'utiliser le pot de 6 pouces. Là, on parle encore là de pots en milieu tourbeux, probablement en culture bio ou presque bio. Là. De un, c'est un besoin de fertilité. Puis de deux, pour atteindre le stade de plant qu'on veut avoir, si vous êtes en 4 pouces, pour avoir un plant de qualité, vous allez passer votre temps à arroser ou vous allez manquer d'eau à un moment ou à un autre. Ça va créer des stress hydriques. Donc, le pot de 6 pouces, c'est vraiment le pot le plus équilibré pour ces cultures-là. Le haricot puis le concombre, eux, vont beaucoup plus vite. Fait qu'ils sont semés directement dans un pot de 4 pouces. Puis quand ils arrivent à leur stade de 4-5 feuilles, on peut les planter. Puis on ne s'est pas amené à être dans un stress de fertilisation ou d'irrigation. Donc, le 4 pouces, il est adapté. Le 6 pouces, c'est vraiment pour les cultures plus longues. Fait qu'ici, dans le tableau, on va aller le mentionner quand vous allez être dans vos lignes pour les concombres ou pour les haricots, vous allez pouvoir aller mettre 4 pouces. Puis, il va vous calculer, l'espace au repiquage, ça, c'est quand les pots sont tous collés. Puis, on a dit, on va faire un autre espacement avant d'aller en serre. Donc, la densité qu'on vise avant d'aller en serre, c'est 12 têtes par mètre carré. Ça, c'est l'espacement en pieds carrés que vous auriez besoin pour faire cet espacement-là.
Ici, c'est l'exemple des concombres. On leur a mis un pot de 4 pouces, puis étant donné que nous, on vous recommande de semer directement dans le pot, ben, le tableau, il prend l'espace en semis tout de suite et non au repiquage, là. C'est juste pour le spécifier. Ici, c'est un exemple. Ça, c'est des plants qui ont été repiqués, donc tous les pots sont tassés. Ici, on voit des tomates greffées, pincées, qui viennent juste d'être repiquées. Puis quand on va les espacer, on va faire un espacement. Au début, ils ont beaucoup d'espace, mais ils ont le temps, avant de s'en aller dans la serre, d'utiliser tout cet espace-là. Moi, je me rappelle des premières années quand j'étais grower qu'on ne le prévoyait pas, puis on passait notre temps à espacer des plants. Une fois, un bon espacement, on sauve du temps, puis après ça, on s'avance. Ici, il faut penser aussi qu'un plant qui a juste une tête versus un plant qui a 2 têtes. Le plant qui a 2 têtes, c'est pour ça qu'on a parlé de densité de 12 plants par mètre carré. Le plant qui a 2 têtes, il y en a 2, il a besoin de plus d'espace qu'un plant qui a une tête. Sinon, votre plant à 2 têtes va s'en aller dans la serre plus vite parce qu'il va manquer d'espace. Fait que c'est un ou l'autre. Soit vous lui prévoyez plus d'espace, idéalement. Sinon, une fois qu'ils vont se toucher, ils vont se toucher plus rapidement que les plants à tête simple. Puis, un dernier calcul d'espacement dans le tableau, vous allez aussi avoir, en fonction de votre densité, l'espace que vous devez avoir entre vos pots quand vous allez planter dans la serre. Vous l'avez en pouces, puis vous l'avez en centimètres. Donc, lui, le tableau part de le nombre de pots désirés, puis il prend la longueur de votre allée, puis vous calcule la distance. Fait que ça, c'est pour le combien de... Si on récapitule, on vient d'avoir, dans ce tableau-là, on a la quantité de semences qu'on doit acheter, le nombre de plateaux qu'on doit acheter ou qu'on doit avoir en main, le nombre de pots, l'espace qu'on a besoin dans notre pépinière, puis dans notre chambre à semis, l'espace qu'on a besoin en pépinière. Fait que déjà là, on a ces informations-là. Ensuite, pour déterminer là, le calendrier de semis, dépendamment de la culture, dépendamment du temps de l'année, des semis qu'on va faire entre novembre et le 15 janvier ou des semis qu'on va faire après le mois de janvier. On va avoir besoin de la date de début récolte que vous voulez, quand est-ce que vous voulez commencer à récolter. Puis, est-ce que vous greffez ou vous faites de la double tête? Ça aussi, ça a un impact sur le calendrier. Elisabeth, pour revenir à la densité, oui. Ce que je me souviens en début de saison, là, il y avait une légère variation qui se faisait dépendamment d'où tu étais situé dans ta serre par rapport au soleil. Quand tu étais du côté du soleil, tu avais une augmentation de densité. Et dans ce travail-ci, je ne le vois pas, je pense. Hein? Oui, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné. Souvent, le rang qui est au sud ou le rang qui est à l'extérieur, je ne sais pas, dans ton cas, il me semble que c'était les poivrons. Ça arrive souvent que c'est les poivrons qu'on va mettre sur le côté. C'est ça. Oui, on va pouvoir ajouter un 25 à 30 de plus dans la densité sur le rang qui est au bord. Admettons qu'on fait 4 rangs de poivrons, là, ça va être le rang extérieur qui va avoir plus de densité. Il faudra aussi penser de le fertiliser plus puis d'ajuster son irrigation aussi. Le premier rang, le deuxième rang aussi avait un pourcentage moindre, là, mais lui aussi avait une augmentation de densité aussi. Hein. Pas le deuxième rang, je crois pas. Non? Non, je pense pas qu'on avait mis dans ton deuxième rang, mais le premier rang, c'est toujours le premier particulièrement exposé. C'est celui qui reçoit toute la lumière. Il reçoit le plus de soleil. Il reçoit plus de soleil, mais il faut y donner plus de tout, plus de densité, plus d'eau, plus de fertilisant. OK. Tu as raison. C'est plus des questions de... On aurait dû le mentionner là, dans la densité. Donc, OK, là, c'est pour répondre à la question de Vanessa tantôt. Les délais qu'on va vous présenter, c'est pour un semis de printemps, donc après le mois de janvier, par un producteur qui est quand même bien installé puis expérimenté. Donc, tout dépendamment, il va falloir rallonger les délais si on fait un semis qui a lieu avant le 15 janvier. En gros, on va rajouter un 14 jours. Ça, c'est une question de luminosité.
Après ça, si c'est la première fois qu'on fait la greffe, bien, dans la case greffe, vous allez rajouter 7 jours. C'est une bonne sécurité. Une greffe qui se passe bien, ça prend 7 jours. Une greffe, mais ça peut aller jusqu'à 14 jours. S'il y en a la moitié qui en arrachent à reprendre, on est mieux d'avoir une sécurité. Si on tient des températures aussi qui sont plus basses que ce qu'on va recommander, puis là, les températures, on va en parler au mois de janvier, on n'en parlera pas nécessairement tout de suite, mais vous avez quand même une idée que de votre installation, est-ce que vous êtes limité par la température ou pas, puis on pourra en discuter si vous voulez. Mais là, il faut tenir compte d'un délai. Nous, on suggère d'ajouter un 10 pour chaque degré qu'on va tenir plus froid. Puis, bien, évidemment, les premières fois qu'on le fait, bien, on vous recommande de partir avec un délai qui est plus long, puis de voir à mesure que vous prenez de l'expérience à dire « Ah, là, l'étape de la greffe, finalement, chez nous, c'est 7, c'était pas 14, ça a été 10. L'année d'après, on va enlever quelques journées. » Ou ça va vous permettre de semer un petit peu plus tard. Parce que comme Jacques disait, l'enjeu dans les semis à ce temps-là de l'année, c'est le chauffage. Donc, c'est ça. Fait que partez avec un délai qui est plus long, parce que si vous partez avec un délai trop court, vous dites « Moi, je veux récolter au 1er juin », puis finalement, vous récoltez le 24 juin. Ça a quand même un impact économique aussi là, au niveau des rendements. Puis, il y a comme Oui. J'ajouterais que les délais occasionnés par le fait que vous ne voulez pas chauffer, c'est un mauvais calcul parce que vous êtes mieux de semer plus tard puis de chauffer. Ça va vous coûter moins cher de chauffage que de semer plus tôt puis de chauffer plus longtemps, parce que le plus longtemps, ça veut dire plus longtemps dans la période froide. Fait que, c'est quelqu'un qui sème une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard parce qu'il chauffe comme du monde, ben, les 2 semaines qu'il enlève, c'est les 2 semaines les plus frettes de sa période de semis, là. Fait que ça, normalement, ça coûte moins cher que de tenir ça pas chaud, de faire ça plus longtemps. Oui, puis j'ajouterais que ça fait aussi beaucoup de feuilles et peu de fruits, cette stratégie-là de ne pas chauffer, là. C'est pas payant. Donc, allons-y. Ici, on vous présente les délais. Je ne vous présente pas les délais pour toutes les cultures, mais ils sont suggérés dans le tableau que vous allez avoir. Donc, le semis, en général, on va mettre un 14 jours. On ajoute un 7 jours pour la greffe. La greffe se passe toujours à peu près entre 14 et 16 jours du semis. Le tableau ici tient compte d'un 3 jours de différence entre votre semis de porte-greffe puis votre semis de greffon. On vous recommande fortement de faire un test de semis peut-être 2-3 semaines avant votre date pour être certain que le délai entre les deux est le bon. Mais ça, on pourra en reparler plus quand on parlera de greffe en détail, là. Mais sachez que ce 3 jours-là, il n'est pas nécessairement canné dans le béton, là. C'est à peu près ça, mais ça se peut que ce soit 2, puis ça se peut que ce soit 1. Après ça, la greffe. Une greffe qui se passe bien, c'est un 7 jours qu'on ajoute dans le délai global. Ensuite, le repiquage, le pinçage, il y en a qui le font en 2 étapes, il y en a qui le font en 1 étape. Moi, j'aime beaucoup faire repiquage, pinçage en même temps. On crée un stress, un moment. On enlève la tête, il y a une stimulation des racines qui s'en va. Les racines sont stimulées parce que l'énergie, il faut qu'elle aille quelque part, fait qu'elle s'en va dans le pot. Moi, j'aime beaucoup faire cette étape-là comme ça. Après ça, probablement que, bon, ça va rester dans le pot un 13 jours. Puis vous voyez que si vous ne faites pas de double tête, vous allez rester dans le pot sans espacement. Au bout de 7 jours, vous allez avoir besoin d'espacer. Versus, là, vous avez pincé le temps que les 2 têtes se replacent puis prennent tout l'espace. On a mis plus un 13-14 jours. Donc, après ça, on est espacé environ encore là un 13-14 jours. Puis on s'en va dans la serre. Là, ça, c'est l'espacement à leur place dans la serre. Souvent, il y a une période où ils sont placés, mais sans être plantés. Mais ils ont besoin de, cet espacement-là, ici, à 12 plants par mètre carré, il n'est plus suffisant pour l'espace, pour le plant. Mais des fois, le stade n'est pas complètement atteint pour dire qu'on plante. Fait qu'on a encore un petit délai d'à peu près 1 semaine. Puis ensuite, on a mis un délai plantation-récolte. Donc ça dépend du calibre des fruits que vous avez choisis, là. Fait que c'est sûr que si vous faites ça, c'est plus pour une tomate de 225 grammes dans la bif, là, mais si vous faites de l'énorme tomate, ce délai-là est un petit peu plus long.
Fait qu'encore là, comme je vous ai dit tantôt, c'est des délais pour un semis de printemps assez expérimenté. Fait que vous pourrez rajouter certaines étapes, tout dépendant. Vous pouvez rajouter des journées selon votre expérience et selon votre situation. Donc, ça vous donne une durée totale. Puis, ensuite de ça, on a fait un tableau qui tient compte des dates. Donc, si vous allez juste entrer la date à laquelle vous voulez récolter, le tableau recule puis vous donne les dates de semis, les dates de chaque étape, à quelle date vous allez avoir besoin d'entrer en serre, par exemple. Ici, on rentre dans la serre le 19 avril. On a besoin de la pépinière du 23 mars au 5 avril. Ça vous donne toute cette information-là. Sachez que, par exemple, j'ai mis 15 juin pour toutes les semis. Mais admettons, ça ne donne pas une date de semis à toute la même journée. Si vous voulez faire tous vos semis en même temps, bien, il faut que vous ajustiez la date de récolte pour qu'ils vous les ramènent ensemble. Je fais juste une parenthèse technique d'Excel. Les formules sont faites à partir de la récolte et non à partir du semis. Dans le concombre, ben, on n'a pas tenu compte, évidemment, des cases greffe et repiquage. Ça fait le tour pour votre planification de calendrier, de nombre de plants, nombre de multicellules, nombre de pots. Là, on va parler de l'aménagement de la chambre à semis. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Bon, principalement, l'éclairage, parler d'éclairage artificiel, les fluorescents, il y a les HPS, il y a les LED qui sont possibles. Les LED, en fait, on vous fait une petite parenthèse ici. Si vous faites de la tomate, les tomates n'aiment pas beaucoup les LED. On a vu beaucoup de problèmes d'œdème. Ça prend beaucoup de lumière bleue, en fait. Puis il y a tellement de variabilité dans les LED que on ne vous le recommande pas, en fait. En tout cas, dans les grosseurs d'entreprises qu'on a vues, il n'y a pas nécessairement une économie à faire à aller utiliser ça. Mais si vous le faites, parlez-nous-en, puis on vous aidera à faire les bons calculs parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits différents sur le marché. Après ça, ici, dans la photo qu'on voit, là, il y a une bâche transparente, mais l'idée de mettre une bâche qui soit blanche à l'intérieur, ça serait même une meilleure idée parce que ça va mieux réfléchir la lumière, va avoir moins de perte de lumière. Puis juste pour vous faire un exemple, je ne sais pas si vous avez de la neige au Nouveau-Brunswick, là, mais moi, depuis qu'il neige, l'idée m'est venue comme tellement évidente à quel point la lumière, ça se réfléchit sur le blanc. Donc, ça serait encore meilleur pour les transplants d'avoir ici une bâche blanche au lieu d'une bâche transparente. Après ça, c'est sûr que dans un setup comme ça, il faut faire attention, il faut s'assurer d'avoir un moyen de ventiler parce que l'éclairage génère beaucoup de chaleur. Il faut pouvoir chauffer. On va en parler aussi tantôt, là, mais il faut pouvoir chauffer, puis il faut pouvoir ventiler, puis il faut pouvoir maintenir une certaine humidité. Puis, sachez que ça prend un thermomètre de sol et un thermomètre d'air. Tant que les plants n'ont pas germé, c'est la mesure de la température du terreau qu'on mesure. Une fois qu'ils sont sortis, on va passer plus en mode température d'air. Donc, ici, on a un calcul dans les besoins en lumière. Donc, on vous fait le calcul en fluorescent. On vous recommande plus les fluorescents, je pense que vous avez compris. On a besoin d'un 40 watts par mètre carré dans le PAR. Ce n'est pas nécessairement les watts qui sont écrits sur la boîte. Il faut aller trouver les spécifications. Donc, le PAR, c'est le Photosynthetic Active Radiation. Donc, c'est le spectre lumineux que les plantes utilisent. On cherche le spectre entre 400 et 700 nanomètres. Ça nous donne, nous, on a un objectif pour la plante de recevoir 12 moles par mètre carré par joule. Puis en considérant les pertes de lumière qui vont s'en aller ailleurs, qui s'en iront pas juste nécessairement vers la culture, on vise un 15 moles par mètre carré par jour. Sur les spectres des fluorescents, on ne vous donnera pas cette information-là. Donc, ici, on a un exemple de calcul pour un tube fluorescent en particulier. On fait un calcul pour vous montrer. L'information qu'on a sur le fluorescent, c'est des 6400 Kelvin. Le 6400, quand vous êtes en haut de, plus le degré Kelvin est élevé, plus vous allez aller dans des couleurs froides. Si vous êtes dans du 3000, là, vous êtes dans des couleurs chaudes, vous n'êtes pas dans le bon spectre pour les plantes. Là, ici, on a pris un exemple, il est à 6400, donc on a beaucoup de bleu. C'est un Sun Blaster à 54 watts. On a l'information de 3730 lumens. Avec des chartes de conversion, on peut savoir que pour 3730 lumens,
à 6400 Kelvin, ça nous donne 85,79 micromoles par mètre carré par seconde. En le transférant en moles par mètre carré par jour, en tenant compte qu'on va éclairer pendant 16 heures, on arrive à un 4,94 moles par mètre carré. Ça, c'est par tube. Donc, si notre objectif en haut était de 15 moles par mètre carré, mais on peut conclure qu'à 3 fluorescents, on va atteindre notre objectif en l'allumant pendant 16 heures. Ici, je veux juste vous spécifier que c'est un calcul qu'il faut prendre avec les specs du fluorescent que vous avez. Si vous avez un 5000, le 89 micromoles, il n'est pas le bon. Donc, si vous êtes en train de revalider un peu votre chambre froide, pas votre chambre froide, votre chambre à semi, validez avec nous. On a des tableaux, on a des chartes pour aller chercher vraiment les moles par température, mettons, de différents fluorescents. Un autre élément, de choisir des fluorescents horticoles, déjà là, c'est déjà un bon indice que vous allez vous allez être dans le bon spectre de lumière. Puis ici, on vous a mis c'est un peu pour ce que je voulais dire au niveau des LED. Cette image-là, ici, vous voyez ici, c'est les fluorescents dans cette colonne-là. On a des fluorescents à 3 intensités lumineuses différentes. Fait qu'on voit ici, d'ailleurs, tout d'abord que trop d'intensité, ça fait des plans trop trapus. Ce n'est pas nécessairement mieux. Fait qu'il y a un certain niveau de lumière qu'on a besoin. Ensuite de ça, ici, ils ont comparé avec différents LED, mais avec des specs différents. Ils ont modifié juste un peu le pic de la lumière, le pic de vert dans le spectre. Puis ça fait beaucoup de différence entre les semis. On va vivre plus d'étiolement ou moins d'étiolement. Bref, l'image ici, on veut juste vous montrer que ça peut avoir un impact. Achetez pas n'importe quoi au niveau des LED. Ça peut faire quand même une grosse différence. Puis les semis, c'est le départ de votre culture, c'est le départ de votre saison. Fait que si vous voulez aller vers ça, contactez-nous, puis on va vous aider à bien calculer les choses, là. Jacques, voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ben, je dirais juste les moles, pour vous autres, c'est compliqué, là, mais dites-vous bien qu'une belle journée d'été, il y a 60 moles de lumière qui a été reçue dans la journée. Fait que, à peu près 40 dans la serre, parce que la serre elle a un effet d'ombrage, là. Fait que c'est à peu près le tiers de ce qui rentre d'une serre qu'on va avoir comme minimum, là. Fait que retenez un petit peu ça, là. Puis je pense qu'Elisabeth, elle disait, puis ce que je dis souvent aux gens, il n'y a pas un fluorescent qui est pareil, puis il n'y a pas une LED qui est pareil, puis un LED horticole ou un fluorescent horticole, ça veut dire que ça a été testé au niveau horticole, puis on sait que ça marche. Fait que les fluorescents, nous autres au Québec, on a Canadian Tire. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, là, je ne me souviens pas, là. Mais tu sais, les fluorescents dans les quincailleries, c'est pas fait pour faire pousser des plantes à moins d'être spécifié horticole. Ça, c'est bien important de. Ils sont pas chers, souvent quand ils sont pas horticoles, mais ça vaut pas cher non plus. Elisabeth ou Jacques, longtemps passé, là, moi, ça fait longtemps que je suis dans le portrait. Ils nous recommandaient d'alterner entre le cool white et le daylight avec les tubes fluorescents. Mais peut-être c'est plus la recommandation aujourd'hui, mais que ces deux-là te fournissaient pas mal tous les spectres de lumière nécessaires. Mais peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis là, je parle. Non, mais Patrice, tu es correct. Nous autres, on recommande maintenant le cool white et puis le gros light si on n'a pas de 6400K, là. Okay. Mais le cool white, c'est une lumière qui est assez froide, qui va vers le bleu. Fait que, mais ça, c'est correct. C'est juste que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre des choses horticoles. Ce que tu me parles, c'est horticole. Maintenant, il existe des T5 qui sont plus blancs. Puis, par exemple, le Sun Blaster, ça en est un. Mais effectivement, si tu utilises du cool white et du gros light, ce qu'il faut juste s'assurer, c'est que tu as assez de lumière pour faire ta croissance. C'est-à-dire, est-ce que tu as atteint ton 15 moles par jour ou s'il t'en manque? Merci. C'est bon. Donc, c'est juste pour conclure, en général, on va éclairer les semis entre 16 et 18 heures par jour, puis il faut prendre en compte aussi que ça va générer beaucoup de chaleur. Ici, dans l'aménagement de la chambre à semis, les étagères, on vous recommande d'avoir un minimum de 16 pouces entre les étagères parce qu'il faut tenir compte qu'on a le plateau
le plan, le dôme, à un moment donné, si vous faites la greffe, puis les luminaires. Fait que pour avoir tout ça, puis que le luminaire éclaire l'espace qui est supposé d'éclairer, ben, ça prend un minimum de 16 pouces. Là. Puis ben, d'avoir soit une boîte ventilée, soit un bon thermostat qui est dans la chambre froide, pas dans la chambre froide, dans la chambre à semi. Ça, c'est un must. Là. Ça prend quelque chose qui mesure bien votre température. Ici, c'est un peu une image. Pour mesurer vos tablettes, les tubes ont 48 pouces. Là, je vais aller à l'autre. Ici, vous voyez, on en a mis 3. Là. En général, c'est 3 ou 4 que ça va prendre. En général, s'ils sont trop près, en fait, la lumière, là, la lumière va s'en aller comme ça ici, puis l'autre va croiser. Même ça avec ma souris, comme ça. S'ils sont trop près, le plan qui est ici, admettons que mon néon serait trop près des plans, celui qui est entre n'aurait pas la bonne luminosité. Donc, c'est ça qu'on veut dire par un minimum de 16 pouces pour arriver à ce que l'éclairage des néons se croise puis que ce soit égal sur le plateau. Après ça, le chauffage dans la chambre à semi, ben, c'est sûr que durant la photopériode, l'éclairage fournit une grande partie du chauffage. C'est la nuit où est-ce que là, vous allez avoir besoin d'un chauffage d'appoint, soit avec un dragon ou une plainte électrique qui est contrôlée par un thermostat qui est précis. Ça peut faire une grande différence si vous pensez que vous avez 22 degrés la nuit puis que finalement, il fait 25 ou qu'il fait 18, ça fait une grosse différence. Puis de prévoir un système d'alarme si vos températures sont probablement plus basses, je dirais, à ce temps-là de l'année, c'est plus qu'important, je dirais. Ensuite de ça, quand on arrive dans la pépinière, ben, on va réfléchir. Oui. Elisabeth, juste une petite chose qu'on n'a pas écrit là-dedans, là, c'est les pièges à souris. Je me rends compte qu'on l'a oublié, celle-là. Là. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, là, Renaud n'est pas là, mais Renaud, lui, c'était les marmottes. Donc, si tu continues, dans la pépinière, le besoin ou non d'avoir de l'éclairage artificiel pour les transplants, mais ça dépend du moment de l'année où est-ce que vous allez les faire. Si vous êtes de novembre à mi-janvier, même si vous êtes dans la serre, vous allez avoir besoin d'un appoint en lumière. Puis si vous faites des transplants en bâtiment, c'est sûr que là, s'il n'y a pas de lumière extérieure, ça prend évidemment de l'éclairage artificiel. Fait qu'on vise encore là notre 40 watts par mètre carré dans le parc quand on est en bâtiment. Puis sinon, un 17 watts par mètre carré si on est en serre. Ça tient compte qu'on va avoir une partie de la lumière qui est amenée par la lumière naturelle. Puis on va la combler de novembre à mi-janvier avec un 17 watts par mètre carré de plus. Si vous êtes passé la mi-janvier et que vous êtes en serre, là, vous n'en avez carrément pas besoin parce qu'on en reçoit plus que ça. L'éclairage va être un 16 à 18 heures par jour. Bon, c'est encore le 12 mol par mètre carré. On revient, le 40 watts est égal à 12 mol plus les pertes. Le 12 mol, c'est le soleil plus l'éclairage. Les HPS, ça crée moins d'ombrage que les fluorescents. On peut les mettre aussi, souvent, ils sont mis à une plus grande distance des plants. Puis, il faut tenir compte que ça apporte de la chaleur. C'est aussi possible, c'est ça, c'est possible d'installer son espace de propagation dans la serre, puis on va profiter de la lumière naturelle. Puis la minute que vous pouvez le faire, si vous êtes au printemps, vous allez recevoir beaucoup plus de lumière que le 40 watts dans le parc. Donc, il y a un avantage à s'installer dans la serre à condition d'avoir la chaleur nécessaire. Mais en fait de lumière, vous allez avoir un gain, puis vous allez avoir un gain sur les délais. Si vous faites, tantôt, on parlait de délais dans le calendrier. Si vous faites toute votre cédule en pot dans un bâtiment, ça va être beaucoup plus long que si votre espace en pot se ramasse en serre à la bonne température parce que vous allez avoir beaucoup plus de lumière. Fait que tout peut être accéléré. Donc, il faut prévoir d'avoir assez de chaleur. Il faut prévoir une source de ventilation, particulièrement plus vous avancez dans la saison. Si vous êtes rendu au mois d'avril, ça va vite qu'on a besoin de ventiler quand même un peu quand on est dans la serre. On va avoir besoin de tables,
puis d'un bon système d'arrosage. On va en reparler un peu. Généralement, on va fermer 1/3 de la longueur de la serre pour que la capacité de chauffage soit adéquate à ce moment-là de l'année. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, par exemple, si vous transplantez fin avril, bien, votre système de chauffage il est bâti pour que fin avril, vous soyez capable de maintenir votre 20-22 degrés dans la serre. Si on arrive dans la serre au 1er avril, bien, il fait beaucoup plus froid dehors. Donc, vous ne pouvez pas juste dire on s'installe dans la serre, on chauffe. Votre capacité de chauffage à ce moment-là, vous allez avoir des nuits que vous allez atteindre juste 15. Donc, en fermant une zone, bien, d'un, vous économisez sur le chauffage, puis vous vous assurez d'être capable d'avoir les températures que vous avez besoin. Donc, il y a moyen d'aller poser ici l'image qu'on a mis là. On a dessiné le plastique pour fermer une zone. Puis là, il est fermé dans ce sens-là, mais il est fermé dans l'autre sens aussi, bien sûr. On installe des tables, puis là, il y a moyen d'utiliser les ballons de chauffage en dessous des tables. Ça, c'est vraiment une belle option. Ici, bon, ben, c'est un peu pour vous dire les limites d'un espace de propagation à l'intérieur. Donc, une chambre froide qui sert de chambre à semis. Bon, c'est correct pour des semis, c'est correct pour la greffe. C'est très correct pour la greffe, soit dit en passant. On ne greffe pas en plein soleil. Puis si vous avez assez d'éclairage, ça prend généralement des HPS ou des métal halide dans ce cas-là. Mais sachez qu'il peut y avoir des problèmes plus au niveau de la gestion là, de la chaleur, de l'humidité. Ce n'est pas nécessairement si évident. Au sous-sol, c'est un peu la même chose. Ça dépend de votre éclairage. Puis, ben, on peut s'enligner vers des problèmes plus de chaleur puis d'humidité. Ici, on vous a mis quelques photos d'espace de propagation. Ici, on voit qu'on a des tables Dramex, des tables ajourées. Donc, la chaleur peut passer à travers. C'est bien intéressant quand même. Ici, vous voyez aussi que les ballons passent en dessous. Puis, bien, on a toute la capacité de ventilation par le toit puis par les pressions positives. Ici, c'est une image pour vous montrer. Il y en a qui installent une serre dans la serre. C'est une option. Il faut faire attention quand même parce que là, on a 2 plastiques. Fait que c'est 2 couches qui vont gruger de la lumière. Sur la photo, on voit qu'il a l'air de faire beau en masse. Alors, probablement que c'est assez tard en saison. Mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il y a des choses dans le plafond ici. Je ne sais pas si vous voyez comment il y a de l'ombre par terre. Bien, quand le soleil va faire sa course durant la journée, bien, cette ombre-là va venir se placer sur un espace de table puis de semis. Donc, toujours à proscrire ça, de mettre des choses dans le plafond. Là. Puis ça, ben, c'est un très bel espace de propagation. On a des tables qui sont montées sur des chaudières avec des ballons qui passent en dessous. Fait que le chauffage passe en dessous, les racines sont au chaud. On est installé pour pouvoir arroser facilement. Fait que ça, c'est un bel espace. Dépendamment de la date aussi, ben, c'est important d'avoir l'option de la pression positive dans ces types de serres-là parce que parfois, le roll-up est bloqué à cause de la neige, tout dépendamment du moment de l'année. Mais il faut y réfléchir parce que ça prend une manière de ventiler quand même. Fait que ça fait le tour pour l'espace de propagation. On va tomber dans le choix des substrats. En hydroponique, il y a différents substrats qui sont possibles. Ce qui est important, c'est c'est les mix qu'on va faire, admettons, entre le semis, le repiquage, la plantation. On peut utiliser le même type de substrat comme on peut faire des mix de deux types. Il faut faire attention à certaines étapes. Il y a un effet de siphon. Plus on s'en va vers quelque chose qui est plus poreux, il va y avoir un effet de capillarité qui va créer un siphon sur le premier, sur le plus petit, le plan. Quand on part, mettons, laine de roche, ben là, il n'y a pas d'effet de siphon du tout, là. Mais quand on vient à faire laine de roche, mélange tourbeux, le mélange tourbeux, lui, va tirer l'eau. Donc, il faut faire attention dans les choix qu'on fait. On va en parler encore plus en janvier, quand on va parler plus de gestion c'est la gestion de l'irrigation qu'il va falloir faire attention, mais ça, il y a des mix qui sont gagnants, il y a des mix qui sont moins. L'effet de siphon, bien, on le voit souvent en sol. On arrive avec mélange tourbeux, sol. Il faut gérer l'irrigation. C'est ça. Un des mix qui est bien connu et qui fonctionne bien, c'est laine de roche, fibre de noix de coco. Là, on a
un effet de siphon, mais qui est quand même bien connu et qui se gère bien au niveau de l'irrigation. Ici, c'est ce que vous mentionnez tantôt. Là, je ne sais pas qui parlait, là, je ne voyais pas la photo, mais c'est ça les cavités. C'est ça les cavités qui sont déjà espacées, donc vous n'avez pas besoin de semer une sur deux. Donc, dans les Chemplug, ici, qui ressemble à ça, ce qu'on disait, c'est que ça se tient déjà, qu'il y a des racines ou qu'il n'y en ait pas. Donc, l'équilibre racine-feuillage va bien se faire, mais on n'est pas tenu de faire que la motte se tienne. Il y a aussi l'option, surtout pour les laitues, là, des plateaux comme ça qui se découpent. Ça, c'est une autre option. Mais ça, ici, le Chemplug, c'est celui qu'on aime mieux. Je dirais que Jacques aime le mieux parce que moi, je le connais moins. Après ça, il y a l'option aussi de faire des semis à la volée, surtout pour les micro-pousses puis les verdurettes. Pour le repiquage, il y a différents choix. Donc, il y a des cubes. On peut avoir un cube à un plan. Un cube à un plan avec son trou pour le goûteur. Après ça, il y a les cubes à deux plans. Donc, soit que vous mettez un plan à deux têtes, soit que vous mettez deux têtes simples dans le même cube. Ça, c'est possible. Si vous prenez des cubes qui sont rectangulaires, il faut porter attention à avoir choisi le bon sens d'abaissage. Quand on a un cube carré, on peut le tourner de 45 degrés, de 90 degrés, puis on va changer le sens d'abaissage. Quand on a le rectangle, c'est pas la même. On n'a pas cette option-là. C'est ça. Puis de choisir des cubes aussi qui ont des rainures comme ça en dessous, ben, c'est pratique pour ce qu'on parlait, le air pruning. Ça crée un chemin d'aération, puis ça stimule les racines. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ça. Bon. Dans les laines de roche. Donc, idéalement, on fait le semis en Chemplug pour les poivrons, aubergines et tomates. Eux, ils aiment être piqués, ils tolèrent ça. Dans le cas du concombre, on va semer directement dans un cube, un peu comme on a dit en pot de 6 pouces, pot de 4 pouces tantôt. En hydroponique, en laine de roche, on va faire la même chose. On va utiliser le pot qui a un trou, puis on va mettre la graine, puis on va recouvrir avec de la perlite moyenne pour maintenir l'humidité, mais pour aussi avoir une certaine aération. C'est pas mal ça, là, le 4x4, un plan à une tête ou un plan ou deux plans à une tête. C'est ce que je mentionnais à la diapo précédente. Dans le cas des fibres de noix de coco, il existe l'équivalent du Chemplug, mais en coco, le Jiffy Préforma. Celui-là aussi se tient de lui-même. Qui est intéressant. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir un semis en laine de roche repiqué dans un coco. Ici, l'effet siphon va être tellement grand que ne faut vraiment pas faire ça. Le cube de coco va vraiment tirer toute l'eau de la petite motte, puis votre goûteur d'arrosage, lui, il n'est pas sur la motte, il est à côté. Fait que c'est pas bon. Faites pas ça. Fait qu'ici, on voit aussi des systèmes racinaires là, dans des slabs de coco. Là. Donc, avec la noix de coco, il y a 3 scénarios qui sont possibles. On fait semis sur coco, repiquage sur coco, plantation sur coco. Ça va donner une gestion d'irrigation qui est très, très intuitive. C'est pas si clair que ça, comment les racines s'en viennent, comment irriguer. Il faut vraiment bien suivre comment ça se passe. Si on fait laine de roche, coco, repiquage coco, puis plantation coco, bien ça, c'est l'image que je viens de vous montrer qu'il ne fallait pas faire. Ici, au repiquage, là, on va complètement, la capillarité va tirer, le siphon va tirer l'eau de la laine de roche, puis ça ne marche pas bien. Là. Puis après ça, entre le coco puis le coco, mais encore là, on a une gestion qui est assez intuitive au niveau de l'irrigation, puis ça cause des erreurs, là, puis ça peut avoir des impacts sur la culture. Donc, ce qui est le plus recommandé, c'est de faire laine de roche au semis, laine de roche au repiquage, puis ensuite coco à la plantation. Fait que là, la manière qu'on va gérer les racines à mesure qu'elles vont descendre dans le coco, on va gérer l'effet siphon. C'est quelque chose qui est très, très connu puis qu'on est capable de vraiment bien maîtriser.
Les cubes de coco, ça se remouille très mal puis ça sèche très vite. Fait qu'il faut faire attention à ça. Bon, dans les mélanges tourbeux, il y a cette option-là aussi en hydroponique. Il y a les substrats de semis puis les substrats de repiquage qui sont les mêmes que les substrats de plantation. Les principaux fournisseurs, c'est Fafard et Berger. Dans les mélanges tourbeux, bon, multicellules, on va semer idéalement 1 sur 2 par plateau. Ça va faire un bon ratio, un peu comme on a parlé plus tôt, un bon ratio aérien-racine. On va repiquer dans un pot double. Oups, là, excusez. C'est ça. C'est un pot qui n'a pas de fond, qui va être déposé ensuite sur le terreau de culture. Fait que, même chose que tantôt, ce qu'on disait, tomates, poivrons, aubergines, les cultures longues, on va les mettre dans des pots de 6 pouces. Les concombres haricots, ça va aller dans le 4 pouces. À la plantation, ben là, quand on met le pot sur le substrat de plantation, bien, on va arroser vraiment au besoin à mesure que les racines vont descendre. On va ajuster notre arrosage. Puis, ça peut faire aussi que les premiers arrosages vont survenir plusieurs jours après. Bon, dans les substrats pour les semis en biologique, il y a 2 types de substrats. On a le substrat semis puis le substrat de repiquage. Celui de semis, on cherche une faible conductivité électrique parce qu'il y a plusieurs semis qui vont être, si la salinité est trop forte, ça peut retarder la germination. On a aussi besoin d'une bonne capillarité avec la semence. Donc, les terreaux à semis, c'est des terreaux qui ont une texture plus fine. Ici, on vous donne un mix d'un mélange maison en 7 parties. Donc, une partie de compost pour 3 mousses de tourbe, 2 vermiculites, 1 de terre. Il faut vraiment faire attention à ne pas avoir trop de compost. C'est le compost qui fait monter la CE. Puis, fabriquez votre terreau juste avant ou juste quelques jours avant l'utilisation parce que c'est un terreau qui est vivant. Le compost va travailler là-dedans. Ça peut faire changer votre CE rapidement. Encore là, ici, on vous donne les concentrations de ce qu'on recherche en fait de CE, de pH, puis des différents éléments. C'est des informations, mais là, dans le mélange maison, ce n'est pas si évident à calculer, mais dans les analyses des terreaux commerciaux, on peut quand même avoir cette information-là en venant des fournisseurs. Dans les mélanges commerciaux pour semis, ben, il y a le Berger OM2 qui est le plus utilisé. Après ça, il y a le Fafard Agromix OS, le Lambert LM18, puis le Premier Tech Promix PG. Pour les substrats de repiquage, ensuite, là, on a une CE qui est un peu plus élevée. Le pH, c'est la même chose, 5,8. Puis, on recherche un terreau qui a une meilleure aération. Donc, la texture ou la granulométrie va être plus grossière. Dans le mélange maison, bien, la différence, c'est principalement qu'on va mettre 2 parties de compost dans le même mélange qu'on avait, 3 mousses de tourbe, 2 vermiculites, 1 terre. Là, on met plus de compost, c'est ça qui va faire monter la CE. Dans les mélanges commerciaux, bien, là, il y a le Berger OM6, il y a le Agromix 02 qui est très populaire chez Fafard, le Lambert LM111, puis le Promix MP organique de Premier Tech. Faites attention, les concombres, on les sème en pot, mais on les met dans un terreau à semis. Le concombre est particulièrement sensible aux fortes salinités, donc il faut faire attention. Mais inquiétez-vous pas, le pot, le concombre, il reste en pot à peu près de 2 à 3 semaines. Fait qu'il n'y aura pas de problème de fertilité à ce moment-là. Est-ce que utiliser un terreau à semis avec plus de concombre puis d'engrais, c'est correct? La texture, la granulométrie, c'est pas la même. C'est sûr qu'à très petite échelle, OK, mais à plus grande échelle, on vous le recommande moins. Un terreau à semis, ce n'est pas un terreau de repiquage. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. On vise aussi d'avoir un bon système racinaire en bio, tu sais, la mode de racine qu'on veut avoir, notre objectif d'équilibre racine-plante, d'avoir le bon terreau, ben, ça nous aide à atteindre cet objectif-là. Dans les contenants,
Les plateaux, bon, il y en a qui sèment dans des plateaux sans séparation, sans mettre les multicellules. On a mis beaucoup de points d'interrogation. Encore là, c'est quelque chose qui va vous occasionner, bon, des délais. Le repiquage va devenir compliqué. On brise des racines, donc c'est pas recommandé. Puis après ça, ben, les plateaux multicellulaires, vous pouvez utiliser un 128 à 50% pour les porte-greffes ou un 98 à 50% pour des porte-greffes. Puis le greffon, étant donné qu'il reste juste 14 jours dans son plateau, puis étant donné que la racine, on ne s'en occupe pas pour le greffon, bien, on peut le semer en 98 à 100%. Avant de passer plus loin, j'aurais une question par rapport aux mélanges maison. Vous avez mentionné la vermiculite versus la perlite. Est-ce qu'il y a une raison que vous utilisez le vermiculite et pas la perlite? Ben, la vermiculite, elle va retenir l'eau beaucoup plus que la perlite. Fait qu'on s'en sert pour ça. Puis là, je viens d'avoir un petit questionnement. Est-ce que la perlite est acceptée encore en bio ou pas? J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être eu... Jacques, peux-tu me valider ça? Oh, on a perdu Jacques. De mémoire, elle n'est pas acceptée, Elisabeth. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça, OK. Pas accepté parce que dans les mélanges bio, comme le ProMix, il me semble qu'il y a de la perlite dedans. Je pense qu'il a fallu qu'il l'enlève. OK, c'est possible. Puis, ben, il y a un élément terre, là, parce que aussi, maintenant, dans la certification, ils demandent un pourcentage d'éléments minéraux. OK. Si on continue, ben, dans les plateaux à semis, ça prend des trous d'écoulement. Il y en a qui utilisent des plateaux qui n'ont pas de trous. Au niveau de l'aération des racines, c'est super important que ça puisse s'écouler. Si vous avez peur d'abîmer vos lumières, en fait, il faut s'installer quelque chose qui va empêcher l'eau de tomber sur vos luminaires. Il faut les protéger, mais l'aspect développement racinaire, ça prend des trous, ça prend un écoulement dans les plateaux. Bon, les pots de 6 pouces, les pots de 4 pouces. Donc, encore, je pense que je l'ai dit assez souvent, là, les cultures longues dans les 6, les cultures courtes dans les 4 pouces. Ici, ben, c'était pour vous donner une idée, là, si vous prévoyez greffer, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous avez besoin de lames. Ici, on a un exemple, là, puis particulièrement pas propre. Ça peut être des lames de rasoir qu'on trouve à la pharmacie aussi, là. Les pinces de différentes grosseurs. Dans mon expérience, là, la 1.5, la 2, c'est ceux qu'on greffe le plus. C'est le fun d'avoir 2-3 grandeurs parce que des fois, les diamètres de tige ne seront pas toujours pareils. Mais je dirais que 75% serait dans le 2, puis un petit peu 1.5, un peu 2.5. Après ça, les dômes, faites attention à l'effet de serre, puis faites attention d'acheter des dômes qui sont assez hauts. Il existe aussi des petits dômes à semis qui sont juste 2 pouces de haut. Pour la greffe, ce n'est pas les bons. Puis il y a aussi des dômes qui viennent avec une petite roulette en haut qui permet de ventiler. Fait que ça peut être intéressant d'avoir ça. Mais ça, c'est si vous greffez avec la méthode en dôme, parce que vous pouvez aussi avoir une chambre qui est bien fermée puis que vous brumisez. Fait que c'est ça. Ça dépend de votre setup, mais c'était pour vous dire que c'est des éléments à prévoir que vous allez avoir besoin si vous faites la greffe. Ça prend des vaporisateurs, puis ça prend une toile ombrageante si on greffe dans la serre. Ça, c'est un must. On ne peut pas greffer en plein soleil. Mais moi, je vous suggère de greffer en chambre à semis. Autres petits équipements, bien évidemment, le lecteur de conductivité. Pour la salinité, si vous êtes en sol, en bio, bien, ça prend ça. Si vous êtes en hydroponique, ça vous prend le pH-mètre aussi. Un thermomètre de terreau, c'est bien important d'avoir ça, puis un thermomètre de sol. Donc, ça fait partie des petits équipements. Autre chose à prévoir, c'est l'accès à l'eau dans la pépinière. C'est important de prévoir d'avoir des buses d'arrosage très douces pour les semis, un pommeau qui est doux aussi. Avoir une valve pour gérer votre débit, parce que si vous êtes branché sur l'aqueduc, ça peut être ça peut arriver très, très fort. Donc, petits détails à prévoir. Des pics à brochettes qui servent de tuteur. On le voit ici sur la photo, là, au stade en pot. Souvent, quand on veut atteindre le stade qu'on vous parlait, là, fleurs 50% ouvertes, ça va prendre un petit tuteur, le pic à brochette, là, les plus grands qui font, je pense, 10 ou 11 pouces à l'épicerie, ça fonctionne bien. Puis, ben, c'est ça, avoir les bons outils pour éviter de
d'arroser par en dessous des plateaux. C'est parfait, ça, pour distribuer des maladies qu'il y avait dans les semences ou qu'il y avait dans le substrat. Donc, ça, c'est vraiment pas recommandé. Puis le dernier point, la fertilisation des transplants, bien, pensez à avoir ça en main, un peu d'émulsion de poisson ou d'algues liquides. Ça, c'est plus pour les semis en plateau. Puis après ça, rendu en pot, bien, c'est important d'avoir de l'actisol en petites granules. Ça peut valoir la peine d'avoir la petite granule qui va se minéraliser, qui va bien se positionner dans le pot, mais qui va aussi se minéraliser plus rapidement. Fait que c'est pas d'en avoir des grandes quantités, mais juste d'en avoir une poche pour le temps des semis parce que entre le repiquage et la plantation, pour les cultures qui sont longues, vous allez nécessairement avoir une petite fertilisation à faire. Et ça fait le tour. Avez-vous des questions? Merci, Elisabeth. Le timing est bon. On a le temps de prendre quelques questions, mais on va quand même se réserver un petit 10 minutes de pause là, pour Elisabeth. Moi, je vais rester en ligne, mais il y a des questions pour Elisabeth? C'est juste pour Vanessa, Claude, par rapport au substrat. Les mélanges maison qui sont présentés là, effectivement, la perlite n'est plus dans la liste des substances permises. Ça fait que, okay. Mais ce que certains fournisseurs vont faire maintenant, c'est qu'ils ajoutent, si on prenait le mélange maison, là, ma première réaction serait d'ajouter de la fibre de noix de coco à la place. Qui est un peu un mélange. En bio, hein? Oui. Le noix de coco est accepté en bio. Fait que ça va donner quand même des caractéristiques qui ressemblent à la perlite au niveau du substrat. Donc, plus de porosité avec ça. Exactement. Puis c'est ça qui est fait aussi avec les meilleurs substrats qu'on a actuellement faits par les mélanges commerciaux pour le repiquage puis la plantation, c'est la fibre de noix de coco qui vient donner la différence. Là. OK. On voit à l'occasion des producteurs qui vont mettre des vermicompost dans leur terreau pour les fortifier, etc. Mais le vermicompost, ce que je connais le mieux, c'est des produits très fins. Puis, c'est peut-être correct là, dans certaines applications, mais il faut faire très attention parce qu'on a tendance à augmenter la densité des terreaux. Donc, si on cherche un meilleur drainage, ben, ce n'est pas ça qu'on doit ajouter. Puis, si on espère faire germer, ben, il faut faire attention pour ne pas trop augmenter l'échange, les sels dans nos mélanges. Oui, puis Claude, oui, juste pour finir par rapport à ce que Claude disait, c'est redonner de l'engrais en cours de route, ça se fait quand même assez bien. Corriger un problème d'aération de substrat, ça ne se fait pas. Oui, j'avais une question. Corriger de la salinité, ça va impliquer qu'on va trop qu'on va lessiver, là. Mais quand on lessive, on ne contrôle pas qu'est-ce qu'on perd non plus, là. Ouais. On avait une question, je pense. C'est Bernard, peut-être, ou Pat? Non, c'est Louis qui avait une question. Voilà. Non, je voulais savoir, est-ce que vous recommandez de rajouter un fertilisant bio à une certaine étape, soit lorsqu'on repique ou directement quand on sème les graines, ou vraiment, là, si on achète des mix commerciaux, ça devrait être tout ce qu'on a besoin? Un mix commercial, il devrait être correct pour le semis en particulier. C'est là que j'ai mentionné d'avoir l'émulsion de poisson ou d'algues au cas où, parce que ça se peut que tu en manques un peu, là. Après ça, tu vas repiquer. Donc là, c'est un peu comme si tu donnais une fertilisation au plant. Mais c'est entre ton repiquage et ta plantation que là, oui, il y a une étape où est-ce qu'il va falloir fertiliser les pots pour les cultures longues. Puis ça, les dosages, on va sûrement parler là, dans la formation au mois de janvier. C'est sûr que, tu sais, comment on va déterminer qu'on en a besoin, là, c'est le suivi de la CE qui va nous le dire. Puis c'est encore là, ça fait partie des éléments du mois de janvier. Parfait. Merci. Ici, c'est Patrice. Lorsque j'étais bio, on avait dans les bacs, au début, on parlait de transplanter les plants au centre du bac, tout en ligne. Ce que je trouvais qui était un problème avec l'année, parce qu'il fallait mettre l'engrais à toutes les semaines, ce que j'ai pris à faire, puis peut-être que ce n'est pas recommandé, Jacques ou Isabelle, vous pourrez peut-être me corriger. Moi, je les plantais toutes d'un côté, puis Claude, tu te rappelles peut-être, j'ai commencé à les planter juste d'un côté du bac, éloigné, ça fait que ça me laissait tout l'espace pour mettre mon engrais en une application. Ça tassait mes plantes d'un côté, même s'ils étaient tout en ligne, ils étaient tous d'un côté, puis les racines
c'était pas long que les racines quand même allaient à la grandeur du bac. Fait que c'était beaucoup plus facile pour épandre l'engrais. Je vous laisse ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous recommandez à vos producteurs, mais moi, dans ce temps-là, je trouvais que ça avait fait une grosse différence. Est-ce que tu avais quand même 2 broches? Oui, j'avais 2 broches, puis je séparais mes plantes en V. Mais c'est que l'espace au sol, quand on venait à épandre l'engrais, ça me libérait. Je n'étais pas obligé d'aller de chaque côté ou essayer de pousser mon engrais entre les plants. Je ne sais pas si tu me suis, là. Oui. Fait qu'on les plantait toutes en ligne, mais toutes d'un côté du bac. Ben, tu vois, un des éléments qu'on fait, c'est qu'on va recommander de fertiliser un côté à la fois. On va doubler la dose de fertilisant, puis on va fertiliser juste d'un côté. Fait que, en mettant les plants, qu'on les mette au centre ou qu'on les mette d'un côté, on va lever un plastique à la fois. Une semaine, on va fertiliser le côté, mettons, est, puis la semaine d'après, on va fertiliser le côté ouest, mais avec la dose pour la planche au complet. Okay, mais oui, le fait de faire une rangée et non 2, ça c'est la grosse différence aussi au niveau de la fertilisation. Quand on a 2 rangées, on n'est pas capable d'aller fertiliser le milieu. Souvent, il n'y a pas de plastique dans le milieu, il n'y a pas de tuyau d'arrosage. Fait que l'idée de faire une rangée au centre, puis après ça, d'avoir un accès d'un côté ou de l'autre, mais de pouvoir fertiliser sur les côtés, oui, tu as raison. Ouais. Puis, ce que j'avais remarqué, je ne sais pas si c'était rien de scientifique, c'est que moi, les dernières années, je ne mettais même pas de plastique blanc sur le sol. J'avais 4 lignes d'arrosage, puis je trouvais que l'humidité de mon sol était humide. Si j'arrosais bien, ça fait que ça sauve beaucoup de problèmes. C'est d'enlever le plastique et de mettre l'engrais. Mais je dis ça de même, je ne peux pas enlever des recommandations qui sont faites, mais moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique à la fin, sans le plastique du tout. C'est certain que tu n'as pas la réflexion blanche là, que tu as avec le plastique. Mais en tout cas, je dis ça de même en passant par mon expérience. Merci. Je te dirais, Patrice, il faut distinguer 2 choses. Là, toi, tu es en bac. OK? Alors que la plupart des choses dont on se parle, c'est en sol. OK, oui. Ça fait qu'en sol, le sol va être beaucoup plus fort en termes de capillarité pour siphonner l'humidité que tu as dans un engrais, par exemple, qu'en bac. Oui, okay. Ça fait qu'effectivement, que ton bac va rester, les engrais à la surface vont rester humides plus facilement qu'en sol. Fait que, il y a une distinction à faire. Là. Puis l'autre élément au niveau des bacs, c'est que la largeur du bac, effectivement, étant donné, si on regarde aujourd'hui les volumes de 60 litres par mètre carré de terreau obligatoire, ça fait que si tu veux avoir un bac qui est bien aéré, il faut que tu le fasses haut, mais en le faisant haut, tu n'as pas large en haut. Ça fait que dans le cas des bacs, maintenant, ta proposition de mettre les plants d'un bord puis le bac de l'autre, je te dirais qu'elle tient très bien la route. Là. Okay. Ben, écoutez, il est 2h49. Je pense qu'on va arrêter les questions pour donner une chance à Elisabeth de s'étirer un petit peu puis prendre un petit break. Donc, écoutez, au nom du groupe du Nouveau-Brunswick, un gros merci à Elisabeth, Jacques, une autre très belle formation, des connaissances très pratiques. Donc, les gens auront la chance de les utiliser, j'espère, pour la saison de production de transplant qui s'en vient. Donc, je rappelle aux gens qu'on va avoir une session le 11 janvier sur comment on gère justement la gestion de nos transplants. Donc, merci beaucoup à vous deux pour la collaboration et on se reparle prochainement. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.